Bonsoir. Donc, c'est parti qu'en principe, on devrait terminer aujourd'hui. On est un peu en bas. Je vais faire mon mieux pour la commencer. Ça va être difficile. Et à la condamnation, je ne vais pas venir. Mais il y a moi quand même, il peut arriver que pour cette partie, d'abord que je donne le cours, n'est-ce pas? Pour le délégué, vous prenez les photocopies. J'ai beaucoup condensé, mais ce que nous ferons ici, c'est qu'on va beaucoup plus expliquer, n'est-ce pas? Et le reste, vous le prendrez à main. Ah, d'accord, pour ça. Donc, s'il y a des mots sur les centrale, ça se comprend facilement. Il y a l'administration déconcentrée, ça se comprend. On a vu que dans l'administration déconcentrée, il y a d'un côté les circonscriptions administratives et de l'autre les délégations des ministères. Quand vous avez compris cela, vous mettez à l'intérieur ce qu'il faut. C'est ça l'administration centrale. Et l'administration déconcentrée. Au niveau de l'administration centrale, nous avons dit effectivement qu'il y a la soumission de toute l'administration au président de la République, c'est une soumission globale. Parce qu'il est en même temps le chef de l'administration et aussi un chef politique. Donc toute l'administration lui est soumise. On a aussi parlé de différents types de soumission. On a parlé de soumission catégorielle. On a parlé aussi des soumissions fonctionnelles. Et nous avons aussi présenté les institutions au sein de l'administration centrale. On vous a parlé dans un premier temps du président de la République et des ministères. Et de manière connexe, il y a les établissements publics. Et comme établissement public, on a l'université qui est juste près de nous ici. Donc nous avons aujourd'hui, on aura affaire à l'administration, la première partie de l'administration décentralisée. Dans l'administration décentralisée au Cameroun, on voit quelque chose de très précis, de très concret, de facile à comprendre. Et peut-être que le terme peut, pour certains, peut être pas bien saisi, mais en réalité, dans la pratique, et vous êtes appelés à la pratique, vous devez comprendre que dans la pratique, c'est plus facile. La pratique de l'administration, c'est quoi? C'est l'existence des collectivités territoriales décentralisées. Et le droit camerounais a prévu deux principales catégories de collectivités territoriales décentralisées. Que sont les communes. Et les régions, concernant les régions, le droit commun, de l'autre côté des régions à régime spécial. On a 8 régions ordinaires qui sont de droit commun, n'est-ce pas? Et on a 2 régions à régime spécial.
Et ces régions ont, les deux catégories de régions ont des organes un peu différents, n'est-ce pas? Mais dans le fond, en réalité, s'il vous plaît, vous perturbez le système. Et vous perturbez en même temps, vous perturbez vous-même, parce que si je fais le fils d'idée, vous vous perturbez également vous-même. Ordinaires, qui sont des régions comme pour qualité de voie commun, elles sont au nombre de 8. Et les régions en régime spécial, on a le nord-ouest et le sud-ouest. La région a été consacrée par le cadre général, n'est-ce pas, de la décentralisation, qui est effectivement une loi, n'est-ce pas, la loi numéro 2019. Donc, il y a à peine 7 ans que les régions du nord-ouest et du sud-ouest, n'est-ce pas, ont revêtu le caractère spécial. Mais avant ça, elles étaient des régions comme tout le reste, avaient les mêmes organes comme toutes les autres régions. Et nous avons donc, au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont des régions à régime spécial, on a deux principaux organes. On a l'Assemblée régionale, et on a le conseil exécutif régional, n'est-ce pas? Et nous avons vu également que c'est une région qui est un peu pas structurée comme les autres. En fait, les deux régions ne sont pas structurées comme les autres. Parce que quand vous allez voir leur composition, vous verrez par exemple qu'on a les commissaires, les questeurs, les secrétaires. Vous comprenez bien?
représentant de l'État. Et le représentant de l'État, au niveau des journaux, c'est qui? Le gouverneur, on l'a dit ici. Et maintenant, au niveau des communes, les communes, il n'y a pas une véritable variation au niveau des communes. Les communes sont quasiment la même, quasiment les mêmes. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est à l'intérieur des communes, on a d'un côté des communes ordinaires, on a des communes d'arrondissement et on a des communautés urbaines. Est-ce qu'on se comprend bien? Il faut qu'on comprenne bien la structuration des communes. Donc, et maintenant, les communes simples, n'est-ce pas? Comme soi, parfois, on peut appeler un peu commune rurale, n'est-ce pas? Ce sont les communes ordinaires. Soit une commune ordinaire, pourquoi? Parce que soi ne dépend pas d'une communauté urbaine. Vous comprenez bien? Les communes d'arrondissement, ce sont des communes, n'est-ce pas, qui dépendent des communautés urbaines. Par exemple, à Yaoundé, n'est-ce pas, les 5 communes d'arrondissement, les 5 communes de Yaoundé sont les communes d'arrondissement. Parce qu'à la tête de ces communes, il y a la communauté urbaine. Vous comprenez bien la communauté urbaine de Yaoundé. Ou alors la mairie de la ville de Yaoundé. Parce que son appellation maintenant a changé. Maintenant, on est passé de la communauté. Même si le terme est resté au texte, de communauté urbaine. Mais maintenant, la nouvelle forme d'appellation, on passe maintenant de communauté urbaine à mairie de la ville. Et en l'occurrence, si on veut parler de ce qui est proche de nous ici, on parlera également de la mairie de la ville de Yaoundé, qui forcément a à sa tête le maire. On l'appelle super maire. Parce que lui-même, au départ, est un élu municipal. Vous savez ça, non? Et il est élu non par ses pairs. Donc, lui, il est le super maire et il est assisté donc président. Maintenant, le nombre de vice-présidents dépend effectivement du nombre de communes. Vous comprenez bien? Il faut que vous le mettiez parce que le nombre de vice-présidents à côté de chaque maire dépend. On peut former une communauté humaine à partir d'au moins 2 communes. Une communauté urbaine est formée d'au moins 2 communes. Très bien. L'obligation des affaires relevant de sa compétence. Comme je disais, c'est comme une petite assemblée, n'est-ce pas? Sauf que il ne vaut pas les droits sans souligner du terme. Mais en réalité, ce sont les affaires relevant de leur compétence qui sont appelées à délibérer. Donc, ils tranchent sur effectivement quoi faire ou sur quoi ne pas faire. Nous notons
Axe fondamental de promotion du développement. Axe fondamental de promotion du développement. Axe fondamental de promotion du développement, virgule. Axe fondamental. Axe fondamental de promotion du développement, virgule, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local. Axe fondamental de promotion du développement, virgule, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local. De démocratie, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local, virgule, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local, virgule, la déclaration, la décentralisation, la décentralisation est une forme d'organisation de l'État. Est une forme d'organisation de l'État. La décentralisation est une forme d'organisation de l'État. Est une forme d'organisation de l'État. La décentralisation est une forme d'organisation de l'État qui consiste en un transfert par l'État, qui consiste en un transfert par l'État, virgule, qui consiste en un transfert par l'État, virgule, qui consiste en un transfert par l'État, virgule, de compétences particulières et de moyens appropriés, point. Qui consiste en un transfert par l'État, virgule, de compétences particulières et de moyens appropriés, point. Donc, qui consiste en un transfert par l'État aux collectivités territoriales de compétences particulières et de moyens appropriés, point. Les collectivités territoriales ont une organisation et un fonctionnement spécifique. Les collectivités territoriales ont une organisation et un fonctionnement spécifique. Les collectivités territoriales ont une organisation et un fonctionnement spécifique distincts de l'État, point. Ont une organisation et un fonctionnement spécifique distincts de l'État, point. Ont une organisation et un fonctionnement spécifique distincts de l'État. Distinct de l'État. On va mettre entre parenthèses, paragraphe 1. Et là, on mettez point. Entre parenthèses, paragraphe 1. Du fait des compétences transférées, elles exercent un certain nombre d'attributions. Du fait des compétences transférées, elles exercent un certain nombre d'attributions. Entre parenthèses, paragraphe 2. Du fait des compétences transférées, elles exercent un certain nombre d'attributions. Entre parenthèses, paragraphe 2. Vous savez que les compétences, comme nous sommes en train de le dire,
c'est l'État qui transfère un certain nombre de domaines, n'est-ce pas, un certain nombre de compétences aux collectivités. Et c'est de ces compétences que découlent leurs attributions. Ils n'inventent pas leur mode de fonctionnement. Les attributions dépendent de toutes les compétences que l'État leur transfère. Bon, c'est vrai que jusqu'à ce moment, on assiste quand même à un transfert de compétences assez lent. Mais malheureusement aussi, des moyens, n'est-ce pas, ne suivent pas. Bon, vous savez que la dotation générale de la décentralisation, normalement, aide le minimum du budget de la décentralisation doit être au moins égal à 15% du budget de l'État. N'est-ce pas, parce que ça comprend bien. Donc, le budget pour la dotation générale de la décentralisation doit être au moins égal à 15% du budget de l'État. En d'autres termes, si par exemple nous avons 7 milliards, maintenant, on s'attend à ce que le budget de la décentralisation soit de l'ordre de 1 milliard 50 milliards, 1000 milliards 50 millions. Oui, oui. Mais ce qui n'est pas le cas en ce moment. Parce que pour ceux qui ont suivi, par exemple, hier à la CACV, le directeur du Trésor du ministère des Finances, il paraît que l'État a terminé l'année avec un déficit de paiement de 1000 milliards. Bon, si l'État a un déficit de paiement de 1000 milliards, vous pourriez comprendre que les autres services qui bénéficient de ces subventions et de ces dotations auront aussi quand même des difficultés de trésorerie. On se comprend? C'est pour ça que vous pouvez par exemple voir des chantiers qui commencent et ne sont pas achevés. Parce qu'effectivement, l'État n'a pas la capacité de mettre à leur disposition des moyens qu'il faut et pour suivre les délais d'exécution des travaux prévus. Donc c'est pour ça que vous pouvez par exemple voir des travaux qui commencent et ne finissent pas. Il y a aussi d'autres travaux qui s'étendent par exemple sur 2, 3, 4, 5 ans. Et à chaque année, on alloue un budget et ça connaît des retards comme ça. Des retards en raison effectivement de ces déficits budgétaires. Parce que déjà, vous devez comprendre que le cas du Cameroun a une forte tension de trésorerie en ce moment. Pas seulement en ce moment, hein. Depuis peut-être 3 ans ou 4. Nous avons une forte tension de trésorerie et cela découle de plusieurs paramètres qui dépendent, dont les causes sont endogènes et exogènes. Parmi les causes exogènes, vous connaissez vous-même les différentes guerres, n'est-ce pas, qu'il y a de part et d'autre. Ça a impacté quand même de manière significative et négative notre économie. On a parlé de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi de suite, et d'autres facteurs. Nous avons aussi au niveau interne, nous avons par exemple des choses comme la guerre contre Boko Haram au niveau de l'extrême nord, qui nous coûte beaucoup d'argent. Et on a aussi cette fameuse crise au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et là, l'État dépense d'énormes moyens, non seulement pour maintenir les effectifs de nos armées, mais aussi pour leur apporter le ravitaillement nécessaire dans tout ce dont ils ont besoin. Et ça fait qu'on a donc une forte tension de trésorerie. Parce que si ces deux sources de dépenses n'étaient pas ainsi ouvertes, je crois quand même que cet argent servirait à... oui, madame. Monsieur, vous avez parlé du déficit budgétaire du Cameroun et vous avez mentionné la guerre ukraino-russe. Oui. Monsieur, moi je voudrais savoir, il y a quelques jours que j'ai vu, par exemple, je voyais une information quelque part, je vois, on montre des Camerounais qui sont combattants en Russie. Je voulais savoir par quel canal, monsieur, ils sont arrivés là. Vous savez, c'est compliqué. Mais ce que je dois vous dire, c'est que
certaines officines ont lancé des appels d'eau. Je crois qu'ils peuvent appeler ici, par voie d'Internet. Ouais, il y a eu quelques appels d'offres ou appels à candidature. Je ne sais pas comment vous pouvez qualifier ça, mais de toute façon, ce sont des choses qui n'entrent pas dans le cadre régulier de la dans l'ordre normal de fonctionnement des États. Donc, il y a eu des appels qui ont été lancés au travers de certains réseaux sociaux. Et ça fait donc que les Camerounais ont saisi dans ces différents appels qui ont été lancés. Et quand ils partent, ils ne vous disent pas qu'ils vont partir pour combattre. On leur propose beaucoup de choses, malheureusement. Et ça fait que même certains militaires camerounais, se retrouvent tentés à aller de ce côté-là parce qu'on vous propose un peu plus d'argent, quoi. Donc c'est dans ce sens-là qu'effectivement ces gens-là, parce qu'ils font, s'ils recrutent ça, et ils recrutent ces soldats-là aux réseaux sociaux. Vous voyez? Donc il y a des appels qui sont lancés de part et d'autre. Il y a certains groupes qui se forment. Et il y a même que l'État du Cameroun vient de mettre, de blacklister, n'est-ce pas? Le nom, si c'est Allah, quelque chose. C'est une structure, en réalité, qui avait pour but, vous savez, ils font comme une sorte de blanchiment. Ils vous présentent quelque chose, mais en réalité, derrière, ce n'est pas ça. C'est comme ça qu'ils font. Et ça fait que, bon, le train tombe aussi dans le piège. Quand vous arrivez là, elle est partie. Donc, ce n'est pas tous qui font un recrutement ouvert. Il y a aussi qui font un recrutement par blanchiment. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils vous présentent, non, il y a un travail ici, il y a ci, il y a ça. Mais en réalité, le travail là, c'est que vous irez porter des armes de ce côté-là. Mais il y a un autre qui recrute de manière ouverte et qui propose des salaires. C'est comme ça qu'ils vont. C'est comme ça qu'ils vont. Et vous savez aussi que nos frères camerounais sortent du Cameroun par des voies très comprimées. Tout ça pour aller à l'aventure. Et quand une opportunité comme celle-là leur est faite, vous comprenez qu'ils n'hésitent pas à saisir le Cameroun. Sinon, c'est impossible. L'État camerounais valorise souvent plus l'entreprise privée pour lancer le domaine. Comment se fait-il qu'on a un déficit de la balance de 1000 milliards alors que les banques sont en sécurité? Non, ne comprenez pas l'économie, n'est-ce pas? Le budget du Cameroun aux liquidités des banques. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Les banques fonctionnent avec tellement de clients, au nom desquels ses partenaires, n'est-ce pas? Les sociétés privées, les particuliers aussi. Bon, maintenant, si les gens qui font dans le secteur privé déposent de plus d'argent dans les banques, ça n'a rien à voir avec ce que l'État doit avoir. L'État n'a des recettes que celles qui sont prévues dans la loi des finances. L'État n'est pas là parti raqueter au niveau des banques. C'était pas dans ce sens, monsieur. Quand il parlait de la participation, si on prend par exemple un pays comme le Japon, Oui. pour pouvoir stabiliser leur dette, ils ont fait à ce que c'est la population qui achète la dette, même la dette extérieure. Ce qui fait que le Japon n'est pas redevable auprès des organismes internationaux. Donc la dette se stabilise au niveau local. Au niveau local, dans la balance est nulle. Non, oui, le Cameroun fait dans ce genre d'appel. Le point maintenant, c'est que l'État camerounais donne. Bon, on dit souvent que l'État c'est un bon payeur, mais il ne paye jamais à temps, ce qui peut donc aussi freiner. Bon, en même temps, il faut que vous compreniez très bien. On appelle. L'opération s'appelle la cyclisation. C'est l'opération, non? Pour ceux qui sont du domaine. L'État du Cameroun a soit lancé ça au niveau national. Ouais, un peu. A soit lancé. Bon, maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est positif? Je n'en sais pas grand-chose. Mais de toute façon, l'État du Cameroun explore toutes les pistes nécessaires pour pouvoir avoir les ressources, n'est-ce pas,
ils doivent servir à son développement. C'est positif, monsieur. Si déjà les pays de la CEMAC, par exemple, si on avait un marché sous-régional un peu dynamique, ça pourrait booster les économies. Non, quand vous avez parlé de la CEMAC a ceci de particulier que plusieurs États au niveau de cette zone, n'est-ce pas, ne respectent même pas d'abord les lois, les principes de libre circulation et autres qui sont consacrés pourtant par les textes de la CEMAC. Vous comprenez bien. Et ce n'est pas le marché, lui, que vous allez promouvoir. Il faut même tout au moins d'abord respecter le principe de libre circulation des personnes et des biens. C'est un avantage. Vous comprenez bien. Et le reste aussi vient. Mais là, quand vous avez par exemple, vous savez comment les Étrangers sont traités au Gabon et en Guinée équatoriale? Mais c'est grave. En Guinée, c'est très grave. On a des gens, moi je travaille sur ces dossiers où nous partons, on envoie souvent des avions, quand nous compatriotes, vous ne savez pas ce que ça peut nous faire. Mais le retour des Guinéens dans le pays n'a jamais été comme ça. Nous, on travaille sur le parti d'occuper nos compatriotes. Bon, maintenant, si déjà l'intégration sous-régionale, n'est-ce pas, et il y a difficulté, et il y a problématique, comment vous pouvez donc promouvoir un marché sous-régional? Vous faites comment? Monsieur, on peut promouvoir le marché à partir de, premièrement, il y a à voir avec la culture boursière. Donc, on commence à former les populations à s'intéresser au marché boursier, l'investissement boursier et autres. Deuxièmement aussi, encourager les entreprises à avoir une culture boursière parce que beaucoup d'entreprises fuient les marchés financiers parce qu'ils ont peur qu'on découvre souvent leur bilan comptable qui sont frauduleux. Parce que c'est l'une des conditions pour entrer en bourse. Et à partir de ça, donc, ça va créer une sorte de concurrence. À partir de la concurrence, donc, il y aura beaucoup d'activités qui vont se créer. Même si on n'a pas forcément besoin d'avoir la libre circulation pour le marché. Et ça va attirer d'autres investisseurs qui vont venir peut-être acheter les titres et les obligations. La libre circulation et l'intégration sous-régionale, c'est important. C'est très important pour le développement. Si cela n'est pas possible, le reste c'est compliqué. Ne regarde pas seulement que l'on va mettre des petites structures, peut-être qu'on va sensibiliser. Comme le Gabonais, dans la fonction gabonaise, c'est le Gabonais avant tout. Et ça fauche même déjà, ça concrétise même déjà, n'est-ce pas, le terme intégration sous-régionale. Par exemple, vous allez promouvoir ces types de fonctionnement avec qui? Est-ce que vous connaissez la quantité de points qu'on a avec ces gens? Bon, moi je peux revenir ici sur les points que l'État du Cameroun, n'est-ce pas? Avec le Gabon, avec la Guinée équatoriale, et même dans un passé de ça, le Tchad. Vous savez ça? Est-ce que vous savez les points que ces gens-là nous posent maintenant? Bon, pour nous qui gérons un peu les frontières, regardez, vous savez ce que le Tchad nous pose là-bas au niveau du nord, là-bas, l'extrême nord. Mais c'est grave. En dehors même de ça, regardez la Centrafrique ici. Vous ne pouvez vivre en paix avec des gens qui ont des coups de rebelles qui sont stationnés à vos frontières. Ça dérange d'abord même. Oui, c'est compliqué. Vous avez des gars qui vivent, ils sont dans leur territoire à l'est, au niveau de la Centrafrique. Mais ils entrent dans le lot tous les jours, et puis, c'est des indices de développement. Mais regardez le développement, parce qu'on va parler de bourse, et ainsi de suite, ainsi de suite. Regardez le développement d'abord dans ce sens. Moi, je vous ai dit ici, peut-être mardi, les institutions internationales, n'est-ce pas, apprécient le niveau de développement d'un pays sur la moralité de quoi? Sa population. La moralité, ce n'est pas parce que vous êtes travailleur. Ce n'est pas parce que vous pensez beaucoup au niveau des finances et de mettre des bonnes structures. Non, rien à voir. Actuellement, nous sommes mal notés. Vous savez qu'on a une note négative. Pourquoi une note négative? Ce sont les mentalités, ce n'est pas nous. Parce que notre économie est diversifiée et dynamique. Mais ce sont ces gens, Gabon, LCA, ainsi de suite, qui nous mettent en difficulté. Parce qu'on ne
que sur la base, n'est-ce pas? Oui, sur la base de votre communauté. Là, maintenant, quelqu'un pose la question du directeur du Trésor. Pourquoi est-ce que le Bénin peut partir, n'est-ce pas, au niveau des instances internationales et avoir des dettes avec des. Vous appelez ça comment là? Non, avec des pourcentages assez bas. Avec le taux d'intérêt assez bas. C'est parce que les États de la CEDEAO sont dynamiques et leur notation est positive. Ils ont la Côte d'Ivoire, ils ont le Ghana, ainsi de suite. Le Bénin est mieux côté que nous. Parce qu'ils ont à côté la Côte d'Ivoire, ils ont le Ghana, ils ont même le Nigeria. Bon, maintenant, vous allez aujourd'hui dire que non, il y a beaucoup de paramètres. Moi, je comprends. Hein. Ça, c'est une affaire. C'est bien beau. Et même, est-ce que vous savez qu'on a des experts qui travaillent là-dessus tous les jours? On a même des cabinets. Je vais vous dire, nous avons des cabinets internationaux, des cabinets conseils en matière économique et financière. Quand nous voulons engager des démarches vis-à-vis de nos partenaires internationaux, vis-à-vis des bailleurs de fonds, c'est eux qui nous donnent des conseils de la marche à suivre, de tout ce qu'on doit faire. Peut-être que vous ne savez pas ça. Ce n'est pas seulement nous, hein. C'est qu'on a des cabinets là qui travaillent. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais ils sont là. Ils travaillent. Bon, maintenant, si on va comparer d'abord de manière simple, n'est-ce pas, le développement d'un État, c'est pour avoir la moralité de sa population. Ne regardez pas autre chose. Vous ne pouvez pas vous développer avec les gens qui ont la mentalité des Guinéens. Vous allez vouloir mettre quelques projets que ce soit ensemble, mais ça va rencontrer toujours dans la mise en œuvre des difficultés. À cause de quoi? La mentalité. Elle n'est pas bonne. Pardon? Ça peut même prendre forme dans les débuts, mais après. Mais c'est ce que je suis en train de dire. On a des problèmes avec ces gens. On a des sérieux problèmes, vous ne pouvez pas imaginer. En principe, il y a des problèmes que le gouvernement camerounais se résout de ne pas. Vous voyez un peu. Mais qui sont là. On est vivant avec ces gens. Mais nous on les connaît pourquoi? Parce que nous, on est au niveau stratégique. Vous voyez un peu. Mais d'autres qui sont là, les ministères, ils ne savent pas ce que nous faisons. Mais il y a des choses qui sont faites. Donc, revenons un peu à notre cours. Et parlons, paragraphe 1, l'organisation et fonctionnement des collectivités territoriales. Organisation et fonctionnement des collectivités territoriales. Notons, prévu par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, prévu par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, prévu par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, l'organisation, portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, l'organisation et le fonctionnement, ainsi que le statut des collectivités territoriales, l'organisation et le fonctionnement, ainsi que le statut des collectivités territoriales, l'organisation et le fonctionnement, ainsi que le statut des collectivités territoriales, sont régis par plusieurs lois. Je les ai énumérées et vous allez les... Pardon? Vous êtes en retard. Prévu par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, prévu par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, l'organisation et le fonctionnement, ainsi que le statut des collectivités territoriales sont régis par plusieurs lois. Elles sont citées, vous allez les voir.
à la ligne. De l'analyse combinée de ces textes, 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 l'on distingue deux catégories de collectivités territoriales décentralisées. L'on distingue deux catégories. L'on distingue deux catégories de collectivités territoriales décentralisées. L'on distingue deux catégories de collectivités territoriales décentralisées. L'on distingue deux catégories de collectivités territoriales décentralisées, à savoir les régions et les communes. À savoir les régions et les communes. Dans le fonctionnement des collectivités territoriales. Le fonctionnement des collectivités territoriales. Allez, il varie, on parle du fonctionnement, il varie selon que l'on a affaire, 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 il varie selon que l'on a affaire à un organe délibérant, à un organe délibérant ou un organe exécutif. Il varie selon que l'on a affaire à un organe délibérant ou un organe exécutif. Et en fonction de chaque collectivité. Il varie selon que l'on a affaire à un organe délibérant ou un organe exécutif, et il varie aussi en fonction de chaque collectivité. Bon. Le conseil régional se réunit en session. Le conseil régional se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. Le conseil régional se réunit en session extraordinaire selon un ordre sur un ordre du jour déterminé, ou en session ordinaire une fois par trimestre.
Quant au conseil municipal, quant au conseil municipal, il siège à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville de la commune, il siège à l'hôtel de ville de la commune ou dans le local servant de mairie. Il siège à l'hôtel de ville de la commune ou dans le local servant de mairie. Il se réunit, point. Il siège dans l'hôtel de ville de la commune ou dans le local servant de mairie, point. Il se réunit en session ordinaire également une fois par trimestre. Il se réunit en session ordinaire une fois par trimestre. Après, pour approfondir cela, vous allez également lire la loi qui fixe le cadre général de la décentralisation. C'est vrai que c'est tellement de pages. C'est tellement de pages. Je pense que c'est 123. Alors, je pense que c'est vrai que 123 pages. Bon, si moi qui suis un peu plus âgé, j'ai déjà lu et relu, à combien plus raison vous? Il y a très peu ici, difficilement, quelqu'un qui a mon âge ici. À la ligne. Concernant les exécutifs municipaux et régionaux, concernant les exécutifs municipaux les exécutifs municipaux ou régionaux, concernant les exécutifs municipaux ou régionaux qui gèrent l'administration des collectivités territoriales, concernant les exécutifs régionaux ou municipaux qui gèrent l'administration des collectivités territoriales, concernant les exécutifs régionaux ou municipaux qui gèrent l'administration des exécutifs et des collectivités territoriales, ils jouissent d'une autonomie administrative et financière. Ils jouissent d'une autonomie administrative et financière. Point. Ils jouissent d'une autonomie administrative et financière. Ils jouissent d'une autonomie administrative et financière. Point. Ils sont seuls responsables. Ils sont seuls responsables. Ils sont seuls responsables. Ils sont seuls responsables dans le respect des lois et règlements, dans le respect des lois et règlements, virgule, ils sont seuls responsables, virgule, dans le respect des lois et règlements, virgule, dans le respect des lois et règlements, virgule, dans le respect des lois et règlements, virgule, de l'opportunité de leur décision. Point. De l'opportunité de leur décision. Point. Maintenant, dans le cours, vous trouverez, pour l'accomplissement des compétences transférées, vous trouverez dans le cours, n'est-ce pas, les différents domaines.
d'organisation. Je peux vous lire, mais là, vous n'écrivez pas, vous verrez celle-ci. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues, les collectivités territoriales bénéficient de compétences transférées, de ressources financières, de ressources humaines. Elles ont une personnalité juridique, c'est-à-dire que les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public, disposant de leur propre patrimoine et de leur capacité d'agir en justice. Donc, elles bénéficient, comme on l'a dit plus haut, de la libre administration et du principe de subsidiarité. Qui veut dire quoi? Les décisions doivent être prises à l'échelon le plus proche des citoyens. Vous comprenez bien? L'État n'intervenant que si l'action locale est insuffisante. Vous comprenez bien? Donc, les décisions doivent être prises à l'échelon le plus proche des citoyens. L'État ne doit intervenir, n'est-ce pas, que si l'action locale est insuffisante. Ça veut dire qu'on privilégie, n'est-ce pas, l'action locale. Vous comprenez bien? Parce qu'effectivement, ce sont les autorités, les collectivités territoriales qui comprennent mieux la population qui est dans leur ressort de compétences. Est-ce que vous comprenez très bien? L'État, lui, est là-bas en haut. Il n'est peut-être pas au parfum de tout ce qui se passe, mais les chefs des exécutifs municipaux et régionaux, n'est-ce pas, maîtrisent mieux les problèmes pratiques et quotidiens de la population. Donc on privilégie que ce soit elles, ou alors du moins les chefs de ces collectivités, n'est-ce pas, qui agissent en premier, et l'État ne peut venir agir que lorsqu'il y a insuffisance des moyens de la collectivité. Vous comprenez un peu bien? Donc c'est ça le principe. Le principe est que c'est la collectivité qui doit agir, n'est-ce pas? L'État vient juste en renfort, si les moyens sont insuffisants. Bon, maintenant, est-ce que dans la pratique c'est ça? Bon. Non, le normativisme regarde la pratique. On regarde la pratique, hein. On regarde les lois, on regarde aussi la pratique. Oui, monsieur. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est tous les ministères qui transfèrent leurs compétences? Est-ce que c'est plus le ministère qui va faire leurs compétences? Oui. Est-ce qu'on a fixé les pourcentages par ministère? Est-ce qu'on a fixé les pourcentages par ministère? Les pourcentages financiers. Par ministère. Non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça relève de la dotation générale. N'est-ce pas? Et vous voyez que la dotation générale, là, on la prend où? C'est dans les différents budgets de ces départements ministériels. Vous voyez qu'on va la chercher où? C'est le même agent, hein? Il y a un principe d'unicité. C'est le même agent. D'une manière ou d'une autre, si je prends un cas, bon, je réponds à la première question. Est-ce que ce sont tous les ministères, n'est-ce pas, qui transfèrent leurs compétences? Non. On a vu hier, ici, par exemple des autorités administratives, qu'il y a certaines administrations qui échappent, ou alors certains agents des administrations qui échappent à leur contrôle, à leurs compétences. On a parlé par exemple du ministère de la Justice ici. Le sous-préfet, par exemple, de Soie, il n'a aucun ordre à donner à un magistrat. Le sous-préfet de Fou, où il y a des institutions judiciaires là-bas, n'a aucun ordre à donner à un magistrat. Vous comprenez bien? Et nous avons également dit que les gendarmes et les policiers sont mis à leur disposition pour emploi. Donc, ils les emploient, mais ils ne sont pas les chefs. Vous comprenez la différence? Ils les emploient, mais ils ne sont pas les chefs, ils ne peuvent pas les nommer, ils ne peuvent pas les sanctionner, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils envahissent des chefs des collectivités territoriales décentralisées. Il y a forcément, n'est-ce pas, des services qui échappent à leur contrôle, à leur administration. Notamment ceux-ci, les mêmes, justice, diplomatie et les forces de l'ordre. On se comprend bien. Mais par contre,
vous connaissez les autres domaines, l'éducation, la santé, les affaires sociales et culturelles. Toutes ces choses-là, ce sont les domaines à transférer, même les infrastructures. Ouais, ce sont les domaines à transférer. Mais pour construire les infrastructures, il y a un certain seuil. Par exemple, pour préparer la route de soie, on ne va pas demander au maire de le faire. Déjà que vous voyez, la difficulté ici, c'est que la route de soie peut traverser non seulement 2 arrondissements, mais aussi 2 départs. Par exemple, donc on va donner à quelle collectivité territoriale d'effectuer les travaux. On crée une délégation. Hein? Oui, c'est le ministère des Travaux. Puisqu'on ne va pas donner au maire de Soie, on ne va pas non plus donner peut-être au maire de Yaoundé 5, ainsi de suite, par exemple. Donc, forcément, c'est l'État qui s'occupe de ce genre de travaux qui vont échapper à la compétence des collectivités territoriales que la route traverse, des arrondissements que la route traverse. On se comprend un peu bien. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'État ne transfère pas toutes les compétences. Il ne peut pas transférer la défense. Il ne peut pas transférer la défense. Ni la justice, comme je vais le dire. Oui, madame. Moi, j'ai une préoccupation sur l'appellation de l'université de Yaoundé 2. Oui. Pourtant, c'est très bien que Yaoundé 2, c'est la Tinga. Oui. Est-ce que ça ne ferait pas équivoque? Puisque vous avez parlé au début que Soie, en fait, appartient à une commune rurale. Non. Oui, non, j'ai bien que... Entre parenthèses. Non, mon problème, c'est justement à cause du nom. On dit l'université de Yaoundé 2. Vous savez, il y a... Peut-être que parce que c'est Soie qui abrite cette université. Mais en réalité, je crois que le plan de départ, c'était de la loger effectivement à Yaoundé 2. Donc peut-être que n'ayant pas l'espace nécessaire, on a dû la ramener ici. À notre grand bonheur, nous les ressortissants de Soie. Bon, c'est un peu ça. Mais il peut peut-être avoir d'autres raisons, n'est-ce pas, qui m'échappent peut-être parce que je n'ai pas été dans ce projet. Mais je crois qu'on peut citer encore autre ce que nous avons développé. Oui. Oui. Bon, bon, c'est vrai que il y a beaucoup, parce que moi je vais par exemple à l'Anga. Oui, il y a plusieurs établissements comme ça. S'il vous plaît, monsieur. Ça arrive. Oui, il y a une question. Oui, monsieur. Oui. Oui. Oui, allez-y. Oui, c'est concernant les appellations de communes d'arrondissement et communes rurales. Oui. Mais d'abord, parlant de communes urbaines, communes rurales entre parenthèses, quoi. Il n'y a pas de communes d'arrondissement. Oui, oui. Bon, concernant les communes d'arrondissement, lorsqu'on sait que dans le cadre de la déconcentration, la circonscription administrative du sous-préfet, c'est l'arrondissement. Comment comprendre également qu'au niveau de la commune, qu'on considère ça comme la commune d'arrondissement plutôt que commune rurale? Bon, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il pose quand même un petit problème là. Je vous pose d'abord une question, avant de peut-être venir. Oui, on va le voir peut-être là. La commune couvre quel ressort territorial? L'arrondissement. Et vous voulez quoi? Non, justement, c'est... La commune couvre l'arrondissement, tout comme la région couvre la région, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si on dit arrondissement, c'est une appellation qu'on a donnée à ces différentes communes. N'est-ce pas, ça se comprend bien. Déjà, plus de communes sont des communes d'arrondissement. Mais
la loi a particulièrement encadré celle-là, de cette manière-là, en disant que les communes d'arrondissement sont du ressort des communautés urbaines. Et ça, c'est comment on veut bien. C'est comme ça que la loi là. Bon, vous n'avez pas également posé la question pourquoi est-ce qu'on a appelé les autres communautés urbaines. Je ne vais pas vous dire grand chose. Ce sont les appellations. Nous, très souvent, en ce qui nous concerne, nous en Afrique, et notamment en Afrique francophone, ou je ne sais pas quoi, nous, c'est une sorte de mimétisme, une transposition d'un héritage colonial, un peu, d'un système colonial, je veux dire. Donc il y a une sorte de transposition de là-bas pour chez nous. Même comme il y a certaines transpositions qui ne sont pas intégrales, mais tout au moins, ça renvoie à ça. Donc on a décidé d'appeler ça comme ça. Tout comme on a décidé aussi de changer les communautés en mairie de ville. Les communautés urbaines, non, en mairie de ville. Parce que avant, on avait la mairie de Paris, par exemple. La mairie de Paris, est-ce qu'on ne voyait pas, que c'est le nom qu'on donnait à cette collectivité territoriale? On voyait, et ça a mis des dizaines d'années. Vous voyez un peu. Maintenant, à ce moment, le législation s'est dit, bon, faisons aussi un peu comme les autres, n'est-ce pas? On a créé des communautés urbaines, et maintenant, changeons la forme. On crée maintenant les mairies. Maintenant, en créant les mairies, ce n'est plus la même forme au niveau de la désignation des membres, comme cela fut le cas avec les communautés urbaines. Parce qu'au niveau des mairies de ville, les différents responsables qui sont à ces postes-là sont aussi des élus. Vous comprenez bien? Avant, avec les communautés urbaines, les responsables étaient nommés par décret du président de la République. Vous savez ça, non? Tous les responsables étaient nommés par décret du président de la République. Bon, maintenant, avec les mairies de ville, les différents responsables, dont les exécutifs, non, ce sont des responsables élus. C'est les petits changements qui ont aussi des contenus. Oui. En fait, je vais rester dans le cadre. Oui, allons-y. Je vais rester dans le cadre de la circonscription que couvre le sous-préfet et le maire. Oui. Et m'interroger sur le domaine de l'autorité. C'est vrai que le sous-préfet est sous l'autorité directe du préfet. Mais si sa circonscription administrative est l'arrondissement, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un petit problème entre le maire et le sous-préfet sur certaines décisions, notamment dans le domaine des compétences? Vous savez, là où il y a les hommes, il y a toujours des conflits. Donc, ça ne manquera pas de toutes les façons, quelle que soit la manière dont on définira leurs compétences. Vous comprenez un peu bien? Il y aura toujours des conflits. Il y en a, il y a des conflits qui vont un peu loin entre les autorités administratives et les maires. Des conflits qui sont parfois décrits à haut lieu. Ouais, bon, ce sont les hommes. Après, je pose la question parce que. Oui, allez-y. Utilisez le micro. Ça passe pas. Délégué. Ça passe pas. Bon, allez-y un peu, montez la voix. Je pose la question parce que, en regardant un peu la décentralisation, oui, la déconcentration, notamment lorsqu'on arrive au niveau local, oui, arrondissement et on se rend quand même compte que il peut y avoir justement ce type de problème-là. Peut-être que si on adopte la décentralisation, devrait-on annuler la déconcentration. Mais en adoptant les deux, je me dis, on exacerbe un peu ce qu'il y a déjà comme problème, parce qu'on ne pourra pas les résoudre comme ça. Vous savez, j'ai eu le privilège d'assister à l'élaboration des éléments de loi dans ce pays. Je vais vous dire que quand nous siégeons, n'est-ce pas, on ne s'entend pas sur tous les points. Il faut que vous le sachiez bien. On ne s'entend pas sur tous les points. Moi, par exemple, je vais vous dire sincèrement, n'est-ce pas, je me suis opposé à ce que, à la tutelle des représentants de l'État. Vous comprenez ce que je veux dire? Je me suis opposé à la tutelle des représentants de l'État. J'ai dit, cette petite superposition n'est pas utile. Bon, vous savez,
Ça dépend. Donc, c'est un peu ça. Chacun, quand vous voyez les textes sont élaborés là, n'est-ce pas, que vous êtes appelés à appliquer tous les jours, ainsi de suite. Il y a beaucoup de débats qui précèdent soit le vote des lois, soit la signature des règlements. Vous comprenez? On n'est pas toujours d'accord sur tout ce que vous voyez là. Mais à un certain niveau, il faut plancher et avancer. Parce que je poserais la même question on a cité lorsqu'on regardait la décentralisation, notamment des agents de l'État. On a vu, d'une part, des conseillers d'administration. Oui, les conseillers d'administration, oui. Généralement, les chefs traditionnels. Oui, et autres. Et si je prends le cas des chefs traditionnels. Oui, les chefs traditionnels, oui. Et que On retrouve un conseiller d'administration. Oui. Mais, oui. Je veux prendre la plupart des mairies du Grand Nord. Oui. On le trouve donc des gens qui ont des doubles casquettes comme ça. Oui. Est-ce que ça ne fait pas quand même imbroglio? Non. Je n'ai pas prévu qu'on en parle ici. Mais il y a des incompatibilités, n'est-ce pas? Il y a des incompatibilités au niveau de ces différentes fonctions. Par exemple, on va vous dire qu'il y a des incompatibilités, par exemple, avec les postes des ministres, des secrétaires généraux d'administration, des directeurs d'administration centrale, sénateurs, députés et autres. Mais il n'est nulle part prévu une incompatibilité, n'est-ce pas, avec une chefferie traditionnelle. Ça veut dire que quoi? Un chef traditionnel peut également être... Oui. Et on en voit, non? La loi n'a pas prévu d'incompatibilité à ce niveau. Là, il y a des incompatibilités, on connaît, mais là, il n'y a pas d'incompatibilité. Donc, on fait avec. Faites avec ce qui est là. Faites avec ce qui est écrit. Oui, non, faites avec ce qui est écrit, c'est mieux pour vous. Oui. Apart from Fundi, Yes. as a division in your own, which other division is present now of Fundi? Le Fundi, c'est dans le grand ensemble de la région du centre. On se comprend bien. On se comprend. Un Fundi est dans la région du centre. Alors, le Fundi, il y a d'autres départements. N'est-ce pas? Et dans le Fundi, il y a les arrondissements. Est-ce que vous voulez avoir un autre département dans un département? It's because now, Yes. when I went to A2D, Yes. they still recognize A2D as Fundi, A2D as the division. When I go to Acacia, they still recognize Acacia to be as like Acacia as a division, which is called Fundi. When I come to like Kameko, I still hear the same name Fundi. So I asked that apart from Fundi, which other divisions or subdivision is named in Yaoundé? Non, à Yaoundé, n'est-ce pas? Oui. Non, pas à Yaoundé, parce qu'on peut. Non. Je pouvais partir au centre. Parce que si on dit Yaoundé, on va se perdre. Yaoundé, le centre, c'est une région. Le mot Yaoundé, en réalité, c'était l'ancienne appellation de la capitale. Bon, c'est la même appellation aujourd'hui, la capitale. Mais Yaoundé a été divisé en 7 arrondissements. On l'appelle en anglais Subdivision. Subdivision. On se comprend bien. Donc, il y en a 6 subdivisions qui appartiennent au département du Fundi, qui est une... A division. Fundi is a division, and we have seven subdivisions. Le Fundi est un département, vous appelez une division, n'est-ce pas? Et à côté de Fundi, on a d'autres départements, la Mofou et Afamba, ici. La Mofou et Afamba. C'est une autre division, n'est-ce pas? On a également la Légui. On a le Bamiti, n'est-ce pas? On a la Haute, on a Haute-Salaga, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite. On a au total 10. We have 10 divisions.
Are you understanding? Oui. Pour les qui ne sont pas camerounais, au moins vous allez me faire une prière. Parce que moi, Pardon? je ne comprends pas les Burundi, tout ça. Moi, je ne Non. comprends pas. On parle de l'organisation administrative du Cameroun, n'est-ce pas? Ouais, non, des institutions administratives. Et on parle. Vous êtes de quelle nationalité? Moi, je suis béninoise. Béninoise. Il n'y a pas de la décentralisation au Bénin? Il y a la décentralisation au Bénin. J'ai beaucoup travaillé également au niveau du juge constitutionnel du béninois, n'est-ce pas? Il y a la décentralisation au Bénin. Maintenant, le Bénin n'est peut-être pas organisé comme le Cameroun. On se comprend bien. Mais la décentralisation, c'est le même procédé. C'est le même mode de transfert de compétences. Et un mode de transfert de compétences aux collectivités territoriales. Maintenant, ici, nous on a deux types de collectivités territoriales. Au Bénin, je ne sais pas quelles sont les collectivités territoriales du Bénin. On se comprend bien. Mais le principe est le même. Laissez les noms. Le principe est toujours le même. On parlera de collectivités territoriales. On se comprend bien. Quand on parle de décentralisation, à l'intérieur de décentralisation, on parle de collectivités territoriales. On se comprend bien. Donc, quand on parle d'un Cotonou. Bon, maintenant, Cotonou, c'est votre. C'est la grande ville, non? C'est la grande ville, c'est la capitale économique, non? Et maintenant, vous avez aussi votre capitale politique, Oui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ainsi de suite. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que le Bénin est organisé. Je sais si vous êtes organisé en région, département et arrondissement comme nous. Nous ici, vous avez les départements, vous avez l'arrondissement, non? Bon, maintenant, quand vous étudiez l'organisation administrative du Bénin, qu'est-ce que vous identifiez là comme collectivité territoriale? Ce sont les maires. Non, les maires ne sont pas collectivités territoriales. Ça veut dire qu'on ne s'est pas compris. Une collectivité territoriale est une personne morale. C'est ce qu'on a dit, non? De voie publique. La même définition se donne au Bénin, se donne au Congo, au Tchad, partout. Et au Bénin, ça revient à quoi? La collectivité, quoi? Et la collectivité territoriale. Mais c'est ce que je suis en train de dire, que je ne connais pas comment l'administration au Bénin est organisée, n'est-ce pas? Il faut juste, vous cliquez là. Là, maintenant, vous ressortez ça. Il faut cliquer dans votre téléphone, n'est-ce pas? La décentralisation au Bénin. Oui. Vous avez tellement de choses qui vous permettent d'aller vite, de ne pas perdre le temps inutilement, n'est-ce pas? Vous avez les téléphones aussi ne doivent pas seulement vous servir à faire des vidéos inutiles, n'est-ce pas? À faire les Facebook et tout ça. Mesdames et messieurs, si on regarde dans les téléphones, comment la façon de réagir, de poser les questions, tout ça, bon. C'est un peu difficile. Quand vous ouvrez votre WhatsApp, je parle de WhatsApp, même votre WhatsApp maintenant vous aide dans la recherche, vous savez ça, non? Je veux dire que ce qu'on dit ici, vous le trouvez dans le net, non? Tout ce qu'on dit ici, vous le trouvez dans le net. Parce que le net est saturé avec tous ces textes. Le net est saturé avec tous les cours. Mais ce qu'on fait ici, c'est quoi? C'est une sorte de proximité, n'est-ce pas? Qui vous permet d'avoir non seulement un canevas et une certaine suite logique dans la compréhension du cours. Vous comprenez bien? Mais c'est la même organisation. Votre WhatsApp, si vous entrez à votre WhatsApp, vous ferez la recherche. Vous ne savez peut-être pas ça. Mais on fait la recherche dans WhatsApp. On pose les questions à WhatsApp et WhatsApp vous répond. Oui. Il y a ChatGPT, n'est-ce pas? Il y a l'IA. Oui, c'est ça. Il y a une méthode, oui, c'est à WhatsApp. Oui. 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 Administrative et financière. Oui, les secrétaires ont une autonomie administrative et financière. Suivant le s'il vous plaît. Est-ce qu'un ministère. Oui. Est-ce qu'un ministère, oui. Contrôler l'effectivité de ces fonds. De l'exécution de ces fonds. C'est de façon papier, vous voyez. Bon, ça veut dire qu'il y a un petit pas, n'est-ce pas? Du coup d'hier qu'on n'avait pas bien saisi. Peut-être qu'on n'a pas encore relu. Est-ce qu'on se comprend? Non, il était là. Il est là à tous les coups. Je crois bien. Je le remarque également parce qu'il ne change pas beaucoup de place.
il est presque toujours là. Avec son collègue, et ainsi de suite. Il y a des visages là qui ne savent pas beaucoup. C'est pas que je vois. Donc, il faut comprendre quelque chose. Et nous l'avons dit ici, n'est-ce pas? Que les représentants de l'État, n'est-ce pas, qui sont les chefs d'unité administrative, exercent les tutelles dans leur domaine de compétences respectifs. Les choses se comprennent très bien. Nous avons dit que le préfet, il est le représentant non seulement du président de la République, du gouvernement et des ministres. En d'autres termes, que le préfet exerce une tutelle, il l'exerce en lieu d'équipe. Du ministre qui est délégué. Il faut bien que vous compreniez tout ceci, cela, n'est-ce pas? Parce qu'il est le représentant de l'État, c'est le président de la République, du gouvernement, des ministres. Vous comprenez bien? De telle sorte que lorsqu'il exerce un contrôle, et vous le verrez ici, parce que dans ce cours, il y a, dans la partie qui n'est pas vue là, il y a tutelle et contrôle de l'égalité. Et on dit ici, l'État, via les préfets et gouverneurs, s'assure que les actes pris par les collectivités respectent la loi nationale, ainsi de suite, et beaucoup d'autres choses. Donc, ils sont là pour veiller à ce que vous exécutiez ce qui a été prévu. Et que, il y a le contrôle également. Une fois que vous avez des fonds, et vous croyez que vous allez gérer comme bon vous semble. Non. Tous ces fonds font l'objet d'un contrôle. Ce n'est pas pour rien que les maires, on me parlait récemment d'un maire qui vient de descendre la Colombie. Il y a quelques jours. Hein? Oui? Je vous suis pas? Oui, on m'a dit qu'il y a un maire qui est descendu. Non, c'est parce qu'effectivement il y a eu un contrôle qui a été effectué, n'est-ce pas, dans leur gestion. Et qu'on a trouvé qu'il y avait des irrégularités. Allez. Une autre machine se met. Oui, ça va? Oui? Oui, docteur, j'aimerais. Oui, allez-y, on va. J'aimerais comprendre. Oui, comprendre, oui. Avec la nouvelle loi de finances de. La nouvelle loi de finances de 2026. De 2024-2025, oui. Il y a introduit le remplacement des centres d'impôts avec les CFLP, qui, avec cette réforme, a pour. En fait, c'est l'État qui se chargera désormais de collecter tous les impôts avant de les reverser aux collectivités territoriales. Est-ce que ça ne sera pas réduire leur autonomie financière? Vous savez, il y a un principe d'unicité des caisses, n'est-ce pas, qui se déploie juste. Bon, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Vous comprenez bien? En réalité, la méthode que les impôts doivent mettre en place, de collecter les impôts et autres, les tasses, n'est-ce pas, par lieu de faire des collectivités et de reverser cela plus tard, n'est-ce pas? Et tu me dis qu'il y a des avantages. Les avantages, par exemple, ça permet une traçabilité, n'est-ce pas? La traçabilité, surtout à quel niveau? On sait combien on a collecté. Parce que dans les collectivités territoriales, il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on se le dise. Vraiment, ce n'est pas ce qui est collecté qui est déclaré. Vous comprenez bien? Donc maintenant, l'État qui est le garant principal, n'est-ce pas, des ressources et des dépenses, il se dit, bon, je discute avec vous au sujet de vos recettes, n'est-ce pas? Je peux les faire en vos lieux de place et vous les reverser plus tard, n'est-ce pas? Mais parce que je veux juste avoir une traçabilité, une idée de ce que vous avez, de vos ressources, et aussi comment est-ce que vous allez les. Oui. Oui, docteur. Est-ce que l'État lui-même est un bon élève dans ce sens, sachant que oui, le reverse ne compte pas le montant de l'allocation générale? Non, vous savez, l'État a le monopole de la prérogative des prérogatives.
On se comprend un peu? Donc, n'allez pas dire que l'État. Non, l'État, c'est lui qui est au-dessus de tout le monde. C'est lui qui gère ces choses. Avec ses différents composants. Parce que quand on parle d'État ici, si on parle d'État au niveau de sa composante sociologique, ça renvoie à quoi? L'État au niveau de sa composante sociologique, ça renvoie à quoi? Oui, la population, le territoire et le gouvernement. Dans la réalité, nous tous là, n'est-ce pas, on n'a que dans cette composante-là. C'est seulement qu'il y a des structures appropriées, c'est tout. Comme l'argent n'est pas bon, de le garder chez tout le monde. On se comprend? On le garde donc quelque part. Et ça va nous servir à tous. C'est ce que l'État fait. On appelle ça l'unicité des caisses. Mais bon, le grand inconvénient, les retards. C'est pour ça Tu vois, dans le déploiement, dans le reversement de ces agents collectés et de ces fonds collectés, beaucoup d'autres choses. Et parfois même, il ne vous reversent même pas tous vos fonds. On se comprend? Mais le principe est bien. Le principe est bien, c'est qu'en principe, il faut que l'État ait un regard sur toutes les ressources financières du pays. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, maintenant, le point, c'est quoi? C'est que quand l'argent entre, l'argent qui entre, ça n'entre pas d'autres noms. Vous comprenez bien? C'est ça le problème. Ça n'entre pas d'autres noms. Même si, dans les livres comptables, on enregistrera que vous avez collecté tant, mais ça n'entre pas d'autres noms. C'est l'un des inconvénients de ce système-là. Quand il dit que ça n'a pas beaucoup de ça veut dire quoi? L'argent que les collectivités territoriales, ou alors comme les impôts, les taxes, qu'on collecte au niveau des collectivités territoriales, n'est-ce pas? Elle vient se mélanger avec les autres, n'est-ce pas? Les autres impôts, par exemple, avec l'argent peut-être que les timbres, avec l'argent de ci, l'argent de ça, l'argent de ça. Quand on veut payer les salaires des fonctionnaires, si on veut me payer, on ne regarde pas que c'est beau l'argent ou bien c'est beau l'argent, on nous paye d'abord. Parce que ça fait partie des priorités de l'État. Parce qu'en ce moment, l'État a deux principales priorités. Étant dans cette situation de tension de trésorerie, l'État a deux principales priorités, à savoir le paiement des salaires et le règlement de la dette. Est-ce qu'on pourrait prioriser Finalement, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des collectivités territoriales décentralisées qui ont une structure qui, à mon sens, vide, compte tenu de leur incapacité à être autonome financièrement? Est-ce qu'on ne serait pas là, comme mon camarade me disait tantôt, dans une sorte de déconcentration décentralisée? Non. Parce que finalement, il faut attendre tout là haut. Et ça ne vient même pas au nom physique. Non. Déjà, vous devez comprendre. Même si au niveau des méthodes de collecte, les choses sont un peu, je ne sais pas d'une certaine manière, mais vous devez quand même comprendre quelque chose. C'est que chaque collectivité territoriale, n'est-ce pas, élabore librement son budget et il adopte librement. C'est déjà au moins quelque chose d'important. Vous comprenez bien? Et maintenant le reste. Mais ce budget est financé par les recettes. Mais je vais également dire que je crois que ce ne sont pas tous les recettes qui entrent dans les caisses de l'État. On se comprend? Ce ne sont pas tous les recettes qui entrent dans les caisses de l'État. Il faut le dire. Ce ne sont pas tous les recettes qui entrent dans les caisses de l'État. Les mairies là, ont d'autres recettes qu'elles gèrent de manière locale. Par exemple, le TVP, monsieur. Oui, il y a beaucoup de recettes. Parce que je ne suis pas sûr qu'on reverse le TVP. Est-ce qu'on reverse le TVP? Non. Il reverse le TVP. Bon, d'ailleurs, pour certains, qu'est-ce que le TVP? Parce que c'est l'occupation temporaire de la voie. Oui.
bureau du PVC a été annulé dans. A été annulé en 2027. En 2025. 2027. Oui, bon. Oui. Bon, il y a d'autres taxes. En fait, il continue à avoir des carrières, mais oui. Il continue à avoir les recettes parce qu'on n'a pas encore mis sur pied ces nouvelles structures. Ces structures-là. Oui, mais une fois qu'elles sont mises sur pied, implémentées, ils ne pourront plus. Donc, est-ce que ce n'est pas un frein pour la décentralisation? Est-ce qu'on ne fait pas un pas en reculant? Bon, je vais par exemple prendre ce cas comme le cas du paquet minimum des enseignants. Ouais, un peu. C'est presque la même chose. Plus on connaît les difficultés, mieux on s'adapte pour affronter les situations. Je crois qu'au fur et à mesure, n'est-ce pas, l'État va mettre en place des moyens, ou alors des mécanismes qui permettront d'agir à temps, de mettre à temps ces fonds à la disposition des collectivités territoriales. Bon, je crois. Parce que la peur qu'on a, oui. C'est que comme cela vient du pouvoir central, c'est qu'il y a une sorte de chantage. Pourquoi dans le pouvoir central ne fait de chantage à personne? Le pouvoir central ne fait de chantage à personne. Non, mais c'est seulement que, n'est-ce pas? Monsieur, s'il vous plaît, nous avons une préoccupation de ce côté. Est-ce qu'on va avancer avec ce coup? Monsieur. Oui, alors moi je vous ai dit, je vais vous donner le photocopier. Donc, vous corrigerez ce qui a corrigé, si elle est compris. Mais je vais vous laisser cela. Et la semaine prochaine, on va engager avec la deuxième partie qui concerne la relation administrative. Donc, je vais échanger avec peut-être le délégué de l'administration. On verra comment est-ce que, parce que la relation administrative, on ne peut pas la faire en 2 jours de cours. C'est quasiment impossible. Impossible. C'est-à-dire qu'on verra juste faire un vernissage. Et pourtant, pardon? Oui, ça doit être porté au niveau de l'administration parce qu'en réalité, l'administration administrative, comme on va voir la semaine prochaine, n'est-ce pas, est la base de la communication de tout ce que nous faisons. Bon, maintenant, si on communique mal dans nos connaissances, vous comprenez ce que chacun dit, il faut bien communiquer, parce que gouverner, c'est communiquer. Et il faut bien communiquer. Maintenant, on communique par écrit, c'est ainsi de suite. Parce que vous savez que l'administration est comment? Et si vous communiquez mal, vous êtes mal noté. Bon, donc, oui, monsieur. Oui, madame. Oui, moi j'ai un peu des soucis. Je gèle de la peine vraiment à assimiler l'organisation des CPD. Oui, madame. Parce que vous nous renvoyez à la loi de 2019, oui. Le Code général des collectivités, qui ressort deux catégories dont vous avez cité tout à l'heure, les régions et les communes. Je ne vous renvoie pas seulement la loi. Je vous ai dit, dans le document que je vais vous donner, n'est-ce pas, il y a plusieurs textes de loi. Vous voyez un peu, il y a plusieurs lois. Il y a la loi portant orientation de la décentralisation. Il y a la loi fixant les règles applicables aux communes. Il y a la loi fixant les règles applicables aux régions. Et il y a enfin la loi qui porte le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Vous aurez toutes ces lois-là sur ce polycope-là. On se comprend, madame? Oui, monsieur. Allez-y donc. Oui, le problème est que vous parlez de deux catégories, les régions et les communes. Oui. Donc, on parle aussi de la communauté urbaine. Qu'en est-il? Est-ce que depuis la loi de 2019, la communauté urbaine n'existe plus? Ou à quel niveau elle se situe? Parce que moi, ça me trouble un petit peu. Et tout à l'heure, vous avez parlé des maires de ville. Les maires de ville. Quel est le lien entre les maires de ville et le régional? Est-ce que c'est lui le président du conseil régional? Est-ce que, bon, je ne sais pas si... Est-ce que madame s'est suivi mon cours? Parce que quand elle pose la question, je ne crois pas qu'elle ait suivi mon cours. Parce qu'elle avait suivi mon cours, je ne crois pas qu'elle raisonnerait ainsi. Elle ne me poserait pas ces questions. Hein, madame? Vous venez d'arriver? C'est à quel niveau même? C'est au Bassa ou au Sénat? Au Bassa? Elle est où?
Madame, vous avez suivi vraiment mon cours depuis le début? Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de communauté urbaine. Mais je vous ai dit que le texte même qui fixe au cadre général de la décentralisation parle toujours de communauté urbaine, mais donne une nouvelle appellation des communautés urbaines, c'est-à-dire les mairies de villes. C'est écrit dans ce texte-là. Hein, madame? J'ai parlé des communautés urbaines ici. J'ai parlé des communes de manière générale. Et je vous ai dit que dans les communes, il y a les communes ordinaires, n'est-ce pas? Il y a les communes d'arrondissement, il y a les communautés urbaines. Je l'ai dit ici. Oui, monsieur, s'il vous plaît, ça ressort alors dans quel texte? Pour que nous aussi nous puissions. Mais je viens de vous dire que vous aurez ces textes-là dans ces polycomes-là. Vous m'avez suivi? Et même, la loi même qui fixe au cadre général de la décentralisation a repris presque tous les autres lois. Vous comprenez bien? Elle a repris presque tous les autres lois. C'est-à-dire que quand vous la lisez même, peut-être vous n'aurez même plus besoin d'aller lire les autres lois. Parce que ça a repris presque tout. En dehors de celles qui portent sur la répartition des. Qui porte sur les finances. Oui, c'est parce que moi j'ai essayé d'épiloguer, j'ai vu, mais quand je regarde, j'essaie de lire votre cours, et je lis aussi le cours du droit administratif général. Oui. Donc cette notion-là ne ressort pas, ça me trouble. Donc, ça, je sais laquelle ne ressort pas? La communauté urbaine ne ressort pas, ni les arrondissements. Donc c'est ça qui me trouble, je ne sais pas exactement quelle est la partie de mon cerveau doit vraiment réfléchir. J'ai parlé de commune d'arrondissement, madame. Je n'ai pas parlé d'arrondissement ici. J'ai parlé de commune d'arrondissement. Et je voulais dire que les communes, d'abord, il faut me retenir, les communes, n'est-ce pas, comme collectivité de base, couvrent le ressort territorial des arrondissements. C'est ce qu'on a dit ici, là. Et je voulais dire, parmi les communes, on distingue aussi les communes d'arrondissement qui relèvent du ressort territorial des communautés urbaines ou alors des mairies de ville. Hein, madame? Vous comprenez? Oui, monsieur. Donc les communes d'arrondissement relèvent du ressort territorial des communautés urbaines ou alors des mairies de ville. On se comprend? En d'autres termes, si on parle d'une mairie de ville aujourd'hui, c'est aussi une communauté urbaine. Est-ce qu'on se comprend bien? À l'intérieur des communautés urbaines, les différentes communes qui constituent une communauté urbaine s'appellent les communes d'arrondissement. Vous comprenez bien? Et les communes qui ne sont pas du ressort d'une communauté urbaine, on les appelle justement des communes, dans un sens générique. Vous comprenez peu? Mais les communes d'arrondissement relèvent du ressort territorial des communautés urbaines. Merci pour la précision, parce que hier j'ai essayé d'en discuter avec certains de mes camarades, eux aussi ne parvenaient pas, parce que vous avez parlé de l'autorité de tutelle au niveau de la région, c'est le gouvernement. Oui, l'autorité de tutelle de la région, c'est le gouverneur. Oui, c'est ça. Vous avez aussi parlé de l'autorité de tutelle au niveau des communes. Oui, c'est le préfet. Ah, moi j'ai trouvé. Et c'est parce que. Vous avez trouvé que. Donc je ne comprenais pas. Les autres ont des tutelles, lui n'a pas de tutelle. Alors qu'il y a des arrondissements. Qui n'a pas de tutelle? Non, c'est maintenant que je comprends, monsieur, avec les explications que vous venez de donner. Ah, d'accord. Non. Non, les autorités de tutelle, n'est-ce pas? Elles sont au nombre de fois, en principe. Vous voyez un peu? Et elles sont au nombre de fois. Il y a le gouverneur qui assure la tutelle des régions. Il y a le préfet qui assure la tutelle des communes. Des communes. Maintenant, il y a le ministre de l'administration, le ministre de la décentralisation et du développement local. Vous comprenez bien? Qui lui également est une sorte de tutelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Par contre, dessus, vous aurez le ministre de la décentralisation et du développement local. On l'abrège en MINDEVEL.
On se comprend un peu. Là, il y a en principe trois autorités, trois organes de tutelle des collectivités territoriales. Il y a un peu plus au-dessus, il y a le MINDEVER, en bas, il y a le gouverneur, et un peu plus bas, il y a le préfet. Le sous-préfet n'assure aucune peine. Je l'ai dit ici. Il ne faut pas confondre, hein. Ne dis pas que c'est moi qui vous ai dit ce que vous avez compris. Non, j'ai compris. On se comprend un peu, madame. Oui, monsieur. Parce que le coût de droit administratif n'est pas compris celui-ci, c'est le même coût. Vous voyez un peu. Mais à la différence ici, que nous parlons des institutions alignées, vous comprenez un peu. C'est la seule différence. Donc nous mettons plutôt un accent particulier sur les institutions. Et nous avons défini ici, en début de ce cours, la notion d'institution. On a parlé également des institutions publiques, n'est-ce pas, qui sont le grand ensemble, n'est-ce pas. Et on a dit que dans les institutions publiques, on retrouve trois sous-catégories: les institutions politiques, les institutions juridictionnelles et les institutions administratives. On l'a dit ici. On l'a dit ici. Merci, monsieur. Est-ce que vous avez donc des difficultés, madame? Non, monsieur, en ce qui concerne la typologie des institutions, c'est bien retenu. Vous avez quand même retenu? Oui, monsieur. Cela veut dire que quand nous ferons peut-être des travaux dirigés ou je ne sais pas quoi, ou alors les tests, ça va aller? Ça va aller, monsieur. Vous nous les rendrez? Oui, monsieur. D'accord. Fidèlement. D'accord. Bon, grand B, organisation des collectivités territoriales. Grand A, on a parlé du fonctionnement, ça non? Et vous voyez comment est-ce que les collectivités territoriales fonctionnent. Elles fonctionnent selon le fonctionnement dépend de l'organe, n'est-ce pas? On a un organe exécutif et on a un organe délibérant. Vous voyez un peu? L'organe exécutif, c'est lui qui gère l'administration et tout ce que vous connaissez là, n'est-ce pas? Par contre, l'organe délibérant, comme son nom l'indique, c'est lui qui assure, n'est-ce pas, les délibérations sur les questions qui relèvent de ses compétences. Est-ce qu'on se comprend bien? Maintenant, si vous voulez entrer en profondeur dans toutes les compétences des uns et des autres, vous lirez la loi numéro 2019 qui fixe le cadre général, n'est-ce pas, des collectivités territoriales décentralisées. C'est vrai, c'est une loi, c'est beaucoup de pages, mais ça va davantage vous édifier. Vous verrez peut-être là même le statut par exemple de l'élu local, vous verrez peut-être comment ça se passe le budget au niveau des collectivités. C'est beaucoup de choses que vous verrez à l'intérieur, sur lesquelles en principe, n'est-ce pas, on va revenir ici. C'est pour ça que nous renvoyons cela à cette loi-là. Donc, à la ligne, il s'agit de présenter séparément d'une part, il s'agit de présenter séparément d'une part, il s'agit de présenter séparément d'une part les communes, il s'agit de présenter séparément d'une part les communes, il s'agit de présenter séparément d'une part les communes et d'autre part les régions. Et d'autre part les régions. Petit 1, organisation des communes. Organisation des communes. Leur organisation varie à la ligne. Leur organisation varie selon que l'on se trouve dans une commune ou dans une communauté urbaine. Leur organisation varie. Leur organisation varie selon que l'on se trouve dans une commune ou dans une communauté urbaine. Selon que l'on se trouve dans une commune ou dans une communauté urbaine.
selon que l'on se trouve dans une commune ou dans une communauté urbaine. Et le schéma, comme je l'ai dit, est le même. Ne vous cassez pas la tête. Que ce soit dans une commune, dans une communauté urbaine, le schéma est le même. On a un organe exécutif et on a un organe délibérant. C'est le même schéma. Au niveau des régions, c'est le même schéma. Et ça, on se comprend un peu bien. Donc ne cherchez pas l'autre schéma que celui-là. C'est le même schéma. Maintenant, les compétences peuvent... Oui, mais c'est le même schéma. C'est la même organisation. Allez, non, petit A, les communes. Petit A, les communes. On distingue d'un côté les communes et de l'autre les communes d'arrondissement. On distingue d'un côté les communes et de l'autre les communes d'arrondissement. Voilà. On distingue d'un côté les communes et de l'autre les communes d'arrondissement. Voilà. L'appellation commune d'arrondissement est reconnue. L'appellation commune d'arrondissement est reconnue. L'appellation commune d'arrondissement est reconnue. Est reconnue aux communes qui relèvent. Est reconnue aux communes qui relèvent. Est reconnu aux communes qui relèvent du ressort territorial d'une communauté urbaine, qui relève du ressort territorial d'une communauté urbaine. Voilà. Les organes des communes sont le conseil municipal et l'exécutif municipal. Les organes des communes sont le conseil municipal et l'exécutif municipal. Les organes des communes sont le conseil municipal et l'exécutif municipal. Bon, à la ligne, le conseil municipal est composé d'élus locaux. Le conseil municipal est composé d'élus locaux. Le conseil municipal est composé d'élus locaux dont le nombre varie. Élus locaux dont le nombre varie en fonction du nombre. Donc, le nombre varie en fonction du nombre d'habitants. Voilà, en fonction de la population. Donc, le nombre varie en fonction du nombre d'habitants. Les élus locaux jugent d'un certain nombre de droits dans l'exercice de leurs fonctions. Les élus locaux jugent d'un certain nombre de droits dans l'exercice de leurs fonctions.
jouissent d'un certain nombre de droits dans l'exercice de leurs fonctions. Et sont aussi astreints à certaines obligations. Et sont aussi astreints à certaines obligations. Donc, quand on dit par exemple les droits des élus locaux, n'est-ce pas? On peut citer le droit à la participation, le droit à l'indemnité, le droit à la formation. Vous les verrez dans le... à la ligne, l'exécutif régional, l'exécutif communal, l'exécutif communal est constitué du maire et de ses adjoints. L'exécutif communal. Voilà. Vous avez trouvé? Bon, alors si vous voulez, mais vous mettez l'exécutif municipal, mais c'est la même chose. L'exécutif communal est constitué du maire et ses adjoints. Voilà.